Bienvenue à mon nouveau podcast Top Psycho, l'univers populaire qui rencontre l'univers psychologique. Un brin rafraîchissement avec des sujets divers intéressants. Pas besoin d'avoir un psychologue pour pouvoir discuter. La quête ultime, l'estime de soi ou le bien-être personnel. Top Psycho! Bonjour Marc! Enchanté, bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Ben, merci de t'être déplacé à mon podcast. On change de bureau, là. Oui, c'est ça. Là, c'est moi. Je suis dans ton bureau, ce qui fait bizarre. C'est parfait. Ben, hey, on s'est rencontrés dans un party de comédiens. Yes, le party de Noël de Daniel Fichot, il y a environ 2 ans, je pense. Ouais, déjà plus que ça, 3 ouais, ans. 3 ans. Ouais. 3 ans, ouais. Je commençais à prendre des cours chez Daniel, puis c'est ça. Je m'étais pointé, puis t'étais là. Ouais. C'était vraiment cool. Puis là, on s'est parlé, puis tu m'as dit que tu finissais tes études en psychiatrie. À ce moment-là, j'ai commencé chez Daniel Fichot, j'étais R4, donc j'étais en 4e année de ma résidence, une résidence qui dure 5 ans. OK. C'est ça, c'était, je me rappelle, l'hiver 2010, janvier 2018. Ah ouais, OK. Janvier 2018, j'ai fait l'audition à Daniel Fichot, Pour vrai? d'où j'avais fait Cyrano de Bergerac. C'était la scène. Tu sais, elle dit genre, faites une scène contemporaine. Moi, je suis là, Cyrano de Bergerac. Puis je me bats, et la lune, et je sais pas quoi. Fait que c'est ça. Puis donc, quand on s'est vu, ça faisait donc 1 an que j'étais chez Daniel Fichot. On s'est vu donc Noël 2018, probablement. OK. Décembre 2018. Ouais. Fait que j'avais pris déjà, je pense, 4 cours chez Daniel. Ouais. Ah, c'est super intéressant. Moi, ça fait vraiment longtemps que je suis chez Daniel Fichot. Là. Je viens... Ben, tu sais, j'essaie d'autres écoles aussi. J'ai fait d'autres trucs. J'ai eu des petites pauses. Donc, j'étais vraiment surpris de voir un comédien qui étudie en... On dit en psychiatrie ou en psy... Ouais, OK. Psychiatrie. En psychiatrie. Oui, exactement. Donc, la psychiatrie, c'est vraiment une spécialité médicale, au même titre que la cardiologie, la chirurgie, la pneumologie, name it. Essentiellement, les études pour devenir psychiatre, c'est 5 ans de médecine. Okay. Ce qu'on dit, donc, je fais ma médecine. Ça veut dire que tu fais tes 5 premières années. À la fin de ces 5 premières années-là, tu termines avec ce qu'on appelle un titre de MD, donc un Medical Doctorate ou un doctorat médical. OK. Et donc là, on peut t'appeler docteur, tu sais. Oh, docteur. Mais tu es médecin résident. Okay. Donc, tu es essentiellement un stagiaire pendant 5 ans. Un stagiaire dans une spécialité définie, parce que tu auras été accepté dans un programme de résidence. Pendant 5 ans, tu es donc stagiaire dans cette spécialité-là. Et après 5 ans, tu as ton titre de spécialiste. Donc, alors, vers la fin, si je comprends bien, tu t'es orienté vers le métier d'acteur. Exact. Donc, j'ai terminé ma résidence en psychiatrie en novembre 2019 et j'avais commencé à prendre des cours en janvier 2018. OK. Donc, vers la fin, en effet, c'est pas un hasard. C'est que vers la fin de la résidence, veux pas, tu commences à être beaucoup plus autonome. Là, tu as de l'expérience. Ton travail est moins... à cause de ça, ton travail est moins encombrant. OK. T'es plus efficace. Et donc, j'avais plus de temps libre pour moi. Puis pour investir, ce que j'ai toujours voulu investir, c'est un côté artistique c'est ta passion dans le jeu. C'est définitivement ma passion. Le jeu, c'est définitivement... et c'est pas un hasard que je suis devenu psychiatre. Clairement, on peut faire plein de parallèles là, entre, oui, entre c'est ça. le J'aimerais jeu ça comprendre le parallèle entre le jeu et... C'est un couteau à 2 tranchants, je dois t'avouer. C'est-à-dire que dans le jeu, right, on nous enseigne essentiellement à sortir de notre tête puis à jouer avec notre cœur. En tant que psychiatre, le côté négatif ou le côté, disons, le défi à relever en tant que psychiatre, c'est que moi, en tant que médecin, quand j'évalue l'état de mon patient, je suis dans ma tête. Je suis en train d'être un spectateur cérébral de ce que la personne devant moi est en train de me communiquer. OK. Right?
quand je deviens acteur, je dois enlever ce chapeau-là. Je dois arrêter d'être un spectateur cérébral et je dois vivre la situation. Alors qu'en tant que psychiatre, j'ai des fois tendance à retourner dans ma tête et à essayer de comme diagnostiquer la situation. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça, ça devient un peu... Ce que ça me permet, par contre, ce que ça me donne comme aspect positif, le fait d'être psychiatre, c'est d'être familier avec le registre des émotions. C'est d'être familier avec la logique des émotions, avec la logique des motivations de nos personnages. Wow. On nous enseigne qu'est-ce que ton personnage veut. Moi, ça m'aide beaucoup en tant que psychiatre. Je trouve que j'ai un bagage, une certaine expérience clinique qui me permet de mieux comprendre mon personnage. Mais c'est drôle, ça me fait ça moi aussi, parce que moi, je suis intervenante de formation. C'est vrai? Oui. J'ai étudié en intervention en délinquance. Et ça a toujours été le même dilemme où est-ce que je suis spectateur. OK. Puis là, après ça, c'est moi qui joue. Des fois, ça devenait un peu mélangeant de séparer les deux. Je te comprends tout à fait. C'est bien, tu es intervenante en délinquance, je savais pas ouais, ça. Ça m'arrête pas, hein? Non, ben, j'en avais aucune idée. Tout le monde est surpris. Ok. Oups, il y en a un qui est tombé. Okay, Pas grave. Tout le monde est toujours surpris que je dise ça. Il me voit plus mon côté artistique. OK, fait que toi aussi, tu travailles en santé mentale. Moi aussi, je suis en santé mentale, on peut dire. Peut-être que je vais devenir médecin aussi un jour. Who knows? Yeah. Puis tu travailles où? Comme, moi, en ce moment, ben, j'ai changé un peu. Je suis plus en scolaire. OK. La dernière place que j'étais, c'était au centre jeunesse de Laval. Centre jeunesse de Laval. Oui, mais toujours dans le milieu scolaire. Et j'ai aussi un peu fait les centres jeunesse de Montréal sur la liste de rappel. Je me suis promené un peu partout, mais évidemment, j'ai perdu mon père, moi, cette année, donc c'était pas mal intense. Jongler 2 jobs, le acting, puis tout ça. Donc là, je suis comme en réorientation par rapport à ma vie. Mes condoléances. Ben merci, ça fait partie de la vie. Puis, en tout cas, c'est pour ça que je t'ai invité. Je trouve ça super intéressant de pouvoir parler avec quelqu'un d'aussi intelligent, là, parce que c'est quand même 2 métiers assez intenses quand même. Là, tu veux dire le métier d'acteur et de psychiatre? Ben, ça demande des grandes études, les deux. Là, mais j'imagine que ton côté psychiatre t'aide. Si tu as fait des études en médecine, on s'entend que les textes puis tout ça, ça doit être facile quand même. Oui, définitivement. Je pense que par définition, les étudiants en médecine sont des gens qui ont des bonnes mémoires. Ouais, c'est ça. Ils ont des bonnes mémoires visuelles, qu'ils arrivent donc à se rappeler d'un grand volume d'informations qu'ils arrivent à retranscrire dans un examen. Entre autres, on s'entend, c'est pas juste ça. Il y a définitivement des aptitudes cliniques, interpersonnelles que tu dois avoir. Tu dois être quand même quelqu'un qui est capable de gérer la souffrance d'une personne, que ce soit psychiatre ou autre. Tu dois être capable d'être quelqu'un d'empathique, qui sait communiquer de manière efficace, un plan de traitement. Tu dois être capable de gérer souvent des familles. Tu dois être capable de travailler en équipe. Et tout ça, ce sont des aptitudes qu'on retrouve dans le jeu, clairement. Tu peux pas, dans le jeu, tu peux pas juste être un bon mémorisateur de texte. Tu peux pas juste être un bon performeur. Tu dois aussi être un bon team player. Oui, parce qu'en fait, on joue quand même un peu ce qu'il y a dans la société. Les gens, on reflète un peu les gens de la société. Donc, on peut tomber sur n'importe quel type de personnage. Définitivement, tu sais. Puis, c'est d'être... et surtout en psychiatrie, c'est d'éviter d'être dans le jugement. Parce que le jugement biaise notre évaluation clinique. Elle nous fait passer à côté de diagnostics qui pourraient changer la trajectoire de vie de la personne. Et en psychiatrie, si on tombe dans le jugement, selon moi, on tombe dans un pattern avec lequel le patient est malheureusement trop familier. Les patients qui souffrent de maladies mentales, toute leur vie ont été jugés, ils ont été balayés du revers de la main, on a roulé nos yeux en écoutant leurs demandes qu'on jugeait peu légitimes. Et en tant que psychiatre, tu dois briser ce cycle, cette espèce de pattern pour le patient où est-ce qu'il se sent peu écouté. Puis justement, par rapport à ça, comment ça se fait que dans la société, c'est si tabou, si tout le monde est touché par rapport à ça? J'ai pensé à ça parce que, tu sais, on s'en parlait, puis la réponse n'est pas simple. Il y a, je pense,
pourquoi la santé mentale est taboue dans la société occidentale? Il y a plusieurs éléments de réponse. Premièrement, je veux commencer par dire que dans la société occidentale, la santé mentale est moins taboue que dans d'autres sociétés. En fait, je pense que la société occidentale, c'est peut-être la société qui a fait le plus d'avancées dans l'acceptation de la maladie mentale et dans la diminution de la stigmatisation de la maladie mentale. Ceci étant dit, il y a beaucoup de travail à faire. Ça, c'est clair et net. Mais je veux quand même souligner ça. Pourquoi est-ce que c'est tabou? Je pense et ça, c'est ma réponse, et je veux dire, j'aimerais en discuter. Puis, il y a clairement des historiens de la santé avec qui on peut avoir des discussions super intéressantes. Mais selon moi, fondamentalement, on a des patients qui peuvent avoir des pathologies du comportement qui sont assez graves. Ils peuvent souffrir de maladies qui altèrent leur autocritique et leur jugement, ce qui engendre des comportements franchement dangereux pour eux-mêmes et pour les autres. Okay. Et donc, un patient en santé mentale peut faire peur. Et c'est pas rare, et c'est pour ça que, je veux dire, c'est entre autres pour ça que quand je suis à l'urgence, certains de mes patients, c'est les policiers qui les amènent carrément, parce que leur comportement est très, très, très agité à ce moment-là. Ce n'est pas tous les patients de santé mentale, mais il y a définitivement une part de ça dans l'inconscient collectif, si on veut, ou dans la définition collective de la santé mentale, où est-ce qu'on va associer ça souvent à tort, parce que statistiquement parlant, les patients qui souffrent de maladies mentales ne sont pas plus violents que les gens qui ne souffrent pas de maladies mentales. OK. Je veux dire, on n'a qu'à regarder nos prisons. Ce sont des gens qui ont commis des actes, pour la plupart violents, qui n'ont pas nécessairement de maladie mentale. Et donc, dans l'inconscient collectif, dans la définition collective de la maladie mentale, on l'associe, je pense, à des comportements dangereux. Et on voit ça historiquement, où est-ce que les premiers hôpitaux psychiatriques, on appelait ça des asiles, qui étaient essentiellement des lieux d'isolement, où est-ce qu'on, tu sais, l'Institut, l'hôpital Louis-Hippolyte Lafontaine, qui est maintenant l'Institut universitaire de santé mentale de Montréal, c'était au milieu d'un champ dans l'est de l'île, proche de l'eau, puis loin, c'est loin de la société. Douglas, même affaire, tu sais, institut sur une terre, puis loin. On isolait les patients souffrant de santé mentale. Et donc, je pense que cette notion aussi historique de la santé mentale perdure. Mais avec le temps, ça s'est aussi désinstitutionnalisé. Donc, une des grandes avancées en santé mentale, ça a été de désinstitutionnaliser nos hôpitaux, nos départements de psychiatrie, où est-ce qu'on s'est éloigné du modèle asilaire, isolé, loin de la société, pour avoir des départements de psychiatrie au sein de la communauté du patient, qui lui permettent ainsi de se réintégrer plus facilement dans sa propre communauté. Puis c'est aussi un aspect aussi éducatif, parce que si t'es pas éduqué puis tu sais pas tout ça, ben toi, tu restes dans l'optique que la psychiatrie, c'est faite pour les personnes qui sont fous, qui ont vraiment une grosse problématique. Tout à fait. Tu sais, moi, souvent, quand les gens me disent ce gars-là, il est fou, je les corrige gentiment en leur disant que la folie, c'est pas un terme médical. C'est un peu trop vague et très peu défini, là, la folie. Et aussi, peut-être, pour revenir à la question tout à l'heure, ce qui a beaucoup aidé aussi, puis je pense aussi quand les gens, malheureusement, utilisent le terme « fou », ils pensent à des patients qui peuvent souffrir de maladies extrêmement sévères, des maladies psychiatriques extrêmement sévères, que ce soit ce qu'on appelle des troubles psychotiques, par exemple. Mais ce qui a beaucoup aidé à diminuer la stigmatisation face aux maladies psychotiques, par exemple, aux troubles à la maladie mentale sévère, et je veux le souligner, c'est la pharmacothérapie. Ouais. La médication, la médication antipsychotique dans les années 50-60 a été une véritable révolution pour nos patients. Okay. La durée d'hospitalisation moyenne est passée de
6 ans avant. Donc, un patient psychotique, avant les antipsychotiques, était hospitalisé en moyenne 6 ans. Donc, très isolé. Mm-hmm. Maintenant, en moyenne, une première hospitalisation pour un épisode psychotique, on va parler de 1 à 2 mois. Ouais. Donc, le patient va prendre la médication qui va vraiment beaucoup, qui va beaucoup l'aider, en fait. Puis, est-ce que tu peux expliquer c'est quoi un trouble psychotique exactement? Donc, la psychose, c'est un état qui est caractérisé par des hallucinations et des délires, OK? Donc, c'est ça. C'est un état qui est caractérisé essentiellement par des hallucinations, des délires, une désorganisation du comportement et de la pensée. Il peut y avoir aussi des hallucinations visuelles, mais c'est plus rare. En fait, la psychose aussi, si elle n'est pas traitée avec médication, elle peut s'avérer être encore plus grave. Ça dépend. Si la psychose est toxique, donc si elle a été engendrée par une surconsommation d'une substance, que ce soit du cannabis ou des amphétamines, on peut donner de faibles doses d'antipsychotiques et l'épisode psychotique va se résorber, d'une part parce que tu as donné un médicament qui va casser l'épisode psychotique, mais aussi parce que la substance va être éliminée par ton corps. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle, c'est ça, donc une psychose toxique ou c'est ça, un trouble psychotique induit par la consommation. C'est ça. Ces patients-là, on leur recommande, bien sûr, de rester très loin de la consommation. J'utilise souvent la métaphore de l'allergie au beurre d'arachide. C'est-à-dire que pour la plupart des gens, consommer du beurre d'arachide, c'est tout à fait adéquat, puis il ne va rien leur arriver. Mais les gens qui sont allergiques au beurre d'arachide peuvent en prendre seulement une pincée, peuvent mourir. Exactement. Nos patients qui ont malheureusement des cerveaux à cause d'une prédisposition génétique ou à cause de consommation, de très longue consommation chronique et sévère, peuvent avoir une fragilité au niveau du cerveau qui fait que dès qu'ils consomment un peu, peuvent avoir des psychoses assez dangereuses. C'est le THC, dans le fond. Ils recommandent de ne pas consommer avec du THC si jamais... Du THC, des fois ça peut... où je travaille à Saint-Jérôme, la consommation d'amphétamines est très prévalente. Et donc, ces patients-là, on va leur dire, bon, écoute, clairement, quand tu consommes, ça va vraiment pas bien. Arrête de consommer, puis on va voir, est-ce qu'on débute un antipsychotique ou pas. Parce que, et si on rentre dans la deuxième catégorie, les troubles psychotiques primaires, parce que donc la première catégorie dont je parlais, c'était des troubles psychotiques, si on veut, secondaires à la consommation. Mais les troubles psychotiques primaires, ça, c'est malheureusement des épisodes psychotiques qui se déclenchent sans consommation de substances. Et ces patients-là ont besoin absolument d'une médication antipsychotique. Et puis, est-ce qu'il y a des éléments, admettons un patient qui vit des épisodes psychotiques, mais il y a des éléments déclencheurs? Définitivement. C'est... Oui, excuse-moi. Oui, mais parce que c'était mal formulé, c'est pour ça. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des éléments externes qui sont des éléments déclencheurs. Comment, en tant que psychiatre, tu arrives à dire, ben, écoute, tu fais une psychose, mais il y a aussi d'autres facteurs dans ta psychose, là. C'est toujours une interaction entre le biologique, le psychologique et le social. Wow. Le biologique, et ça, il faut voir toute la maladie mentale sous cette l'interaction de ces trois sphères fondamentales-là. De biologique, on parle de prédisposition génétique. Okay. Si dans ta famille, il y a eu des gens qui ont été diagnostiqués de troubles psychotiques, tu es plus à risque d'en souffrir. Tu pourrais ne pas en souffrir comme tu pourrais en souffrir, mais tu es plus à risque de le faire. Donc, reste loin de la consommation, par exemple. Right? Les facteurs psychologiques par rapport au développement de la psychose, je t'avoue que j'ai pas révisé quels facteurs psychologiques sont intimement liés à la psychose en particulier et je veux pas trop m'avancer, mais si on parle par exemple, si on revient par exemple au trouble de consommation de substances, c'est peut-être un peu plus facile, c'est peut-être un meilleur exemple pour parler de l'interaction des trois sphères parce qu'on le voit plus clairement. Mais la consommation de substances, il y a définitivement une prédisposition génétique au fait de consommer.
les facteurs psychologiques face à la consommation. On va souvent voir des gens qui peuvent avoir un tempérament plus impulsif, qui vont être à la recherche de nouveautés, à la recherche de sensations fortes. Et l'aspect social, on va parler de la disponibilité de la drogue, où est-ce que la personne habite, quel ami est-ce qu'elle fréquente des consommateurs. Et ça peut bien sûr influencer sa consommation. Donc, c'est toujours l'interaction de ces trois enjeux-là. Pour ce qui est de la et donc, ça touche un peu à la psychose parce que malheureusement, la consommation peut engendrer des épisodes psychotiques. Donc, si je comprends bien avec ces trois aspects-là, si un patient réussit à équilibrer ces sphères-là, prendre, admettons, une médication, il est possible d'être réintégré dans la société. Tout à fait. Il y a définitivement de l'espoir. Il y a définitivement des équipes en santé mentale qui sont spécialisées, chevronnées, qui peuvent aider le patient au quotidien à réintégrer sa communauté, à se réinsérer dans l'emploi, à vraiment à retrouver ou à renouer avec sa famille, à renouer avec ses amis. Et c'est ça qu'on veut, right? On veut que nos patients soient fonctionnels dans toutes les sphères de leur vie. Ça, on parle du travail, de la famille, des amis et des relations amoureuses. Très important. Oui, surtout les relations amoureuses, c'est très difficile. C'est que un patient, n'importe qui traverse un épisode de santé mentale, peu importe le diagnostic, le pronostic sera meilleur ou les chances de revenir à un état de base pleinement fonctionnel et adéquat seront plus élevées s'il a un bon réseau de support, s'il a des gens autour de lui qui sont prêts à l'écouter, à l'aider, à être, si on veut, à entendre sa détresse. Et ce filet de sécurité, si on veut, c'est quelque chose d'extrêmement aidant. Ça vient faire un... Wow, c'est beau, ça. Donc, un filet de sécurité. Que ce soit une relation amoureuse, que ce soit de bons amis, que ce soit la famille, peu importe. Tout ça, c'est... Un bon emploi. Un bon emploi, définitivement. Tout ça, ce sont des facteurs de protection que moi, j'évalue en tant que psychiatre, à savoir si, est-ce que mon patient est prêt à... Comment dire... si on veut... Ce sont des facteurs de protection qu'on évalue pour déterminer le pronostic de notre patient. À quel point est-ce que ça va bien aller? À quel point est-ce qu'il va pouvoir revenir à un état de fonctionnalité? Est-ce que c'est nécessairement avec plusieurs épisodes de psychotiques qu'on met un diagnostic ou ça... Ouais, OK. Ça dépend. En psychiatrie, on n'a pas d'examen objectif pour déterminer clairement un diagnostic. Par exemple, si tu as un problème cardiaque, tu vas faire un électrocardiogramme, tu vas faire un tapis roulant, on pourrait te faire une échographie cardiaque qui vont nous donner des indices objectifs de la maladie dont tu souffres. En psychiatrie, on n'a pas de test objectif. Je ne peux pas faire un scan de ton cerveau ou une imagerie de ton cerveau et dire « Ah, OK, elle souffre d'un trouble psychotique primaire ou secondaire à la consommation. » OK. All right? Maintenant, je dis ça, mais il y a définition de la recherche qui est blablabla. Là, je veux pas... non, t'inquiète, c'est des grosses questions là, aujourd'hui. Mais essentiellement, en clinique, moi, en tant que psychiatre, je n'ai pas d'examen objectif. Ce qui va me permettre d'établir un diagnostic objectif, c'est le suivi dans le temps. OK. Donc, je te rencontre une première fois. All right, t'es en psychose. OK, t'as consommé. Est-ce que ta psychose actuellement, elle est indicative d'un trouble psychotique induit par la consommation, secondaire au speed que tu viens de consommer? Ou est-ce qu'on vient d'ouvrir, si on veut, une boîte de Pandore? On vient de déclencher un trouble psychotique primaire. Un trouble psychotique qui va revenir même si tu cesses ta consommation. Je ne peux pas te donner la réponse au moment où on se parle, mais je vais te suivre. On va rester loin de la consommation. Pour l'instant, on va prendre un antipsychotique à faible dose. On va casser la psychose. Je te conseillerais de continuer à le prendre peut-être 12 à 18 mois. En général, les gens, malheureusement, arrêtent leur antipsychotique au début pour plusieurs raisons.
Mais c'est dans le temps qu'on va pouvoir évaluer si ton trouble psychotique est surtout dû à la consommation ou s'il est primaire. Parce que c'est quand même tabou, la médication. Les gens sont comme... Ah, tu prends des médicaments, non. Les psychiatres, c'est pharmaceutique, ils se font de l'argent. Définitivement. C'est encore une problématique, dans le fond. Définitivement, tu sais... Big Pharma, c'est Big Pharma. Big Pharma a ses torts et Big Pharma a ses bons côtés. Et donc, il y a toujours une méfiance sociétale par rapport aux motivations des compagnies pharmaceutiques. Et je comprends le scepticisme des gens. Ceci étant dit, moi, dans ma pratique, je ne peux pas nier que la médication antipsychotique aide mes patients. Ça, c'est clair et net. La médication aide mes patients à redevenir fonctionnels et à réintégrer, et donc à redevenir fonctionnel et à avoir une vie qui est adéquate. Si elle décide de l'arrêter après que la vie de la personne va très bien, puis que, comme les psychiatres vont dire, il y a un risque que vous retombez en psychose, mais ta vie va super bien, tu ne veux pas prendre de médication, c'est un gros dilemme. Oui. Mais bon, il y a plusieurs... En effet, malheureusement, en psychiatrie, les traitements... On parle beaucoup de la psychose en ce moment, mais je comprends, c'est bien qu'on se concentre sur une sphère diagnostique, sinon, on se perdrait. Là. Mais je pense que the point is qu'on veut vraiment... si on veut aborder les enjeux fondamentaux de la santé mentale, puis d'utiliser un exemple précis, je pense que ça permet aux auditeurs de mieux comprendre. Pour ce qui est de la psychose, malheureusement, les traitements qu'on offre à nos patients ne sont pas curatifs, ils sont palliatifs. Je m'explique. Si tu souffres de diabète, tu souffres d'une maladie chronique pour laquelle tu prends des médicaments, et en prenant les médicaments, tu n'auras plus de symptômes de diabète. Mais le moment que tu vas arrêter de prendre ta médication, les symptômes de diabète vont revenir. Ce qui veut dire que la médication que tu prenais pour ton diabète ne traitait pas la source de ton diabète, elle traitait les manifestations du diabète. Même chose pour l'hypertension. Right? Donc, ce n'était pas un traitement qui était curatif. C'est un traitement qui était palliatif, qui palliait aux symptômes de la maladie pour que tu sois mieux au quotidien. C'est la même chose pour la psychose. Si tu souffres d'un trouble psychotique primaire, la médication que je te donne ne va pas traiter la source ou la cause primaire de ta maladie parce que malheureusement, on ne la connaît pas encore en tant que communauté médicale. Cependant, ce que je sais, c'est que la médication va permettre de traiter ou de pallier aux symptômes de ta maladie. Et ça, et cette médication, et en faisant ça, ça va te permettre de réintégrer un quotidien qui est fonctionnel, qui est adéquat pour toi. Ça va bien aller. All right? Si tu arrêtes de prendre ta médication, malheureusement, on prend un risque. Et c'est là l'art de négocier avec notre patient sur les pour et les contre d'arrêter la médication. Ben parce qu'il n'y a pas de truc naturel par rapport à ça. Par rapport à la psychose, non. Non. Il n'y a pas de remède naturel. Naturel, on parle homéopathique ou de produits qu'on peut acheter en pharmacie. Absolument pas. Faut faire très attention même à ceux qui clament en avoir parce que c'est la plupart du temps du charlatanisme. Pour ce qui est de la psychose, on parle de la psychose. Right? Il faut aborder le désir d'arrêter la médication avec beaucoup d'empathie. Parce que je comprends mes patients qui veulent arrêter la médication. Je les comprends. All right? C'est pas facile. C'est pas facile de prendre une pilule à tous les jours. C'est pas facile pour son estime de soi. C'est pas facile pour sa notion d'identité. C'est pas facile de se dire que j'ai besoin d'une pilule pour fonctionner. Je comprends ça. Right? Non seulement ça, mais la médication antipsychotique, par exemple, c'est une médication qui a des effets secondaires. Elle peut engendrer de la fatigue, elle peut engendrer une certaine prise de poids, elle peut engendrer des difficultés sexuelles, elle peut engendrer plusieurs choses.
right? Plusieurs effets secondaires physiques. Des fois, c'est difficile à tolérer, ces effets secondaires-là. Oui. C'est pour ça qu'on doit être à l'écoute de notre patient, puis modifier la médication, diminuer la dose, changer de médicament et trouver le médicament qui va être le mieux toléré pour la personne. Mais éventuellement, même avec la médication bien tolérée, les gens veulent essayer de cesser la médication et de voir comment ils vont aller. Parce que ça revient à la notion d'identité et d'estime de soi. À savoir, tu sais, je veux pouvoir me prouver que je n'ai pas besoin d'une béquille pharmacologique pour fonctionner au quotidien. Et je les comprends totalement. Mais c'est un risque énorme. C'est définitivement un risque. Parce que plus on accumule les épisodes de psychose, plus les épisodes de psychose sont difficiles à traiter et ont besoin d'une plus haute dose de médication. Fait que le cerveau, dans le fond, il prend du temps à se replacer après des événements psychotiques. Je ne pourrais pas m'avancer sur la neurobiologie fondamentale du cerveau par rapport aux épisodes, durant des épisodes de psychose. Je sais que cliniquement, par contre, plus les gens souffrent d'épisodes de psychose, plus c'est difficile à traiter, plus il faut augmenter les doses de médicaments, ce qui met les gens plus à risque de souffrir des effets secondaires de la médication, ce qui fait qu'on doit souvent changer de médicament puis aller vers un antipsychotique, des fois qui est plus, entre guillemets, puissant, par exemple. OK. C'est super intéressant parce que comme c'est très présent dans la communauté quand même, en tout cas dans ma communauté, et c'est très tabou, c'est comme souffrir de ça, de cette maladie-là, spécialement psychotique ou peu importe d'autres problèmes de santé mentale, bipolaire et c'est comme, qu'est-ce que je fais avec ça? Je veux pas en parler, mais ça s'aggrave puis ça arrive par un suicide, tuer quelqu'un ou je sais pas, peu importe. On parle de la communauté haïtienne. Ouais, en général, Black community, puis tout ça. Oui. Et pendant ma résidence, j'ai eu la chance d'aller à Haïti. Pas vrai? Pendant une semaine, ouais. C'était une des plus belles expériences de ma résidence, en fait. On a organisé Dans le fond, ce qu'on voulait, c'est organiser un partenariat avec l'Université d'État d'Haïti, avec l'école de médecine de l'Université d'État d'Haïti. On a rencontré des étudiants en médecine et des résidents en psychiatrie à Haïti. C'était seulement une semaine, là. J'aurais voulu que ce soit plus long, mais on a assisté à des conférences de psychiatres et de psychologues qui pratiquent à Haïti. C'était fascinant. Et sans vouloir, je reste très humble par rapport à ma compréhension sociétale de la maladie mentale à Haïti pour les communautés haïtiennes. Mais j'ai pu réaliser que, entre autres, dans la communauté haïtienne, la science de la santé mentale veut pas confrontée aux croyances religieuses de la communauté, particulièrement les croyances en ce qui a trait au vaudou, et que souvent les patients qui souffrent de maladies mentales vont d'abord à Haïti, on parle, être référés au prêtre, et le prêtre va essayer par des rituels de curer, vraiment en bonne intention, là. Et quand ça ne marche pas, le prêtre va des fois référer en santé mentale, où la famille va réaliser, OK, là, on a tout essayé le religieux, ça marche pas, allons voir. Et donc, à Haïti, c'est de travailler avec les croyances. Oui, et les leaders des communautés, parce que c'est très important de respecter justement l'aspect social ou la définition sociale de la maladie mentale dans ces communautés-là. Une définition qui passe inévitablement par le religieux. Maintenant, pour ce qui est des communautés haïtiennes à Montréal, en fait, tu pourrais m'en parler de leur définition.
de la santé mentale, c'est très intéressant, mais moi, venant d'une communauté, je veux dire, je suis d'origine égyptienne, j'ai grandi dans une famille égyptienne, dans une communauté... Ah, ben tu vois, moi, je suis allée en Égypte, toi, t'es allé en Haïti. C'est vrai? Ouais. T'es allé en Égypte quand? Ça fait longtemps, là. J'avais 17 ans. OK. Ouais. Ce sont des sociétés qui restent avec de grands tabous, de beaucoup plus grands tabous que la société occidentale. Pour plein de raisons. Pour plein de raisons. Ouais. Puis ça, je pense que ça change un peu, mais il y a quand même, c'est ça, du travail à faire par rapport à ça. Là. Beaucoup de travail. C'est de ne pas juger ces communautés-là. C'est de les laisser quand même aller à leur rythme parce qu'ils ont quand même des bons facteurs de protection dans ces communautés. Ce sont des communautés qui sont des communautés collectivistes. Des communautés immigrantes sont des communautés qui se tiennent, qui sont soudées, serrées, qui vont avoir des centres communautaires, qui vont avoir des activités communautaires. Et ce filet social, c'est un facteur de protection contre la maladie mentale et c'est un facteur de protection aussi pour les gens qui souffrent de maladies mentales. Tout à fait. Si un clinicien... Et donc, c'est très important, je pense, pour tout clinicien en santé mentale, peu importe la nationalité ou l'origine ethnique de son patient, d'inclure la famille dans le traitement de la santé mentale. Ouais. La famille fait partie du traitement. C'est encore plus important quand ton patient vient d'une communauté immigrante. C'est très important d'inclure la famille dans le traitement parce que la famille est présente en général, très impliquée en général. Puis les personnes en général dans notre société occidentale puis ailleurs qui ont un trouble de santé mentale, je ne sais pas si on dit trouble ou problème de santé mentale, sont des gens qui sont plus à risque aussi par rapport à des agressions sexuelles, par rapport à l'intimidation, c'est... L'intimidation et les agressions sexuelles, pour utiliser les exemples que tu proposes, sont à la fois des facteurs de risque et des facteurs perpétuants. Qu'est-ce que tu veux dire perpétuant? C'est-à-dire que vivre de l'intimidation ou être victime d'une agression sexuelle peut être un facteur qui, avec d'autres facteurs, va déclencher un épisode de santé mentale. Aussi, l'intimidation et des agressions sexuelles, par exemple, répétées, vont perpétuer l'épisode de santé mentale une fois qu'il a été déclenché. Ils vont garder l'épisode de santé mentale actif, si on veut. Ils vont... donc, quelqu'un, par exemple, qui a été victime d'agression sexuelle ou d'intimidation est beaucoup plus à risque de souffrir d'un trouble dépressif majeur, d'une dépression. Si l'intimidation et les agressions continuent, la dépression va continuer. Elle va être perpétuée par ces facteurs de risque-là. Par ces facteurs-là. Donc, il faut quand même guérir. Attends, c'est vraiment, je suis sous le choc de ce que tu viens de dire. Là. Non, c'est quand même, c'est peut-être pas clair. Attends, dans le fond, ça continue même si la personne n'est plus en train de se faire agresser. C'est les séquelles, on peut dire? Ce que je veux dire, c'est que les gens peuvent souffrir des séquelles de l'intimidation comme ils peuvent continuer à être intimidés. OK. Right? Souffrir des séquelles, c'est tout autant souffrant, mais au moins quand l'intimidation est, si on veut, dans le passé, on peut aborder les séquelles de l'intimidation en psychothérapie. Quand l'intimidation est ongoing, elle est active, la personne se fait encore intimider, on peut définitivement aborder ça en psychothérapie aussi. Et on peut enseigner à nos patients des techniques d'affirmation de soi qui sont très, très, très importantes dans la thérapie cognitivo-comportementale ou dans la thérapie en général.
Et ceci est tout ce que je voulais dire, c'est que comment dire, l'intimidation ou les agressions sexuelles peuvent déclencher des épisodes de santé mentale et peuvent les garder actifs, que ce soit de par leurs séquelles ou si la personne continue à être victime. Malgré le traitement de médication? Malgré le traitement de médication. Encore là, right, non, le traitement de tout diagnostic en santé mentale doit passer par le biologique, le psychologique et le social. Donc, le biologique, on parle de proposer une option pharmacologique, right? Les psychiatres sont spécialisés dans l'initiation et le suivi de traitements pharmacologiques. Les psychiatres peuvent aussi faire de la psychothérapie qui est tout aussi, sinon plus importante que la médication. Les psychiatres peuvent offrir de la psychothérapie, mais aussi nos collègues, les psychologues, le font et sont des spécialistes de la psychothérapie. Personnellement, je préfère faire le suivi. Dans le fond, en tant que psychiatre, moi, je suis expert en diagnostic, en évaluation diagnostique du trouble de santé mentale. Donc, je pose un diagnostic et je débute un traitement pharmacologique et j'en fais le suivi et je réfère mon patient à un traitement de psychothérapie. Le social, maintenant, c'est là où on parle on parle, par exemple, en tant que société, des investissements en santé mentale, des centres communautaires, de la présence d'aide, d'intervenants, le 811, le fameux 811 option 2. Je pense que c'est un effort louable de la société. L'urgence sociale. Oui, les urgences sociales. Mais par contre, l'urgence sociale, si la personne refuse un traitement puis il semble pas dangereux, c'est très, très difficile. Oui, définitivement. Puis on peut en reparler. Mais juste pour revenir à ta question, c'est sûr que si j'offre un antidépresseur à une personne qui continue de subir de l'intimidation ou encore... d'être dans le milieu. Ou malheureusement, oui, ou des agressions, c'est sûr que la médication aura une efficacité très limitée. C'est la combinaison de la médication, d'une psychothérapie, de mesures sociales qui permettent aux victimes d'intimidation et d'agression de s'adresser à des autorités qui vont les aider, genre la police, qui ne vont pas les stigmatiser, qui vont entendre leurs plaintes et les entendre de manière sans biais, sans être biaisés, right? C'est la combinaison de ces trois facteurs qui est indispensable au mieux-être de nos patients. Très important, ça. Oui. Et moi, en tant que psychiatre, une de mes interventions, justement, c'est d'être tout à fait honnête avec mes patients par rapport aux limites de la médication. Il n'y en a pas de pilule miracle. Non, c'est ça. Si vous prenez vos médicaments, mais vous ne changez pas vos habitudes de vie, vous ne vous investissez pas en psychothérapie, vous ne dévoilez pas progressivement à votre rythme. Tout à fait. Mais vous ne dévoilez pas les choses ou comment dire, vous ne dévoilez pas vos tourments. La médication ne sera pas, la médication ne sera pas la plus efficace. Maintenant... Mais c'est l'acceptation aussi de ça, tu vis... Admettons, ça a été déclenché par une agression, l'intimidation. Il y a le processus aussi de la personne d'accepter que hey, j'ai vécu ça. C'est comme, admettons, un accident de la route, puis tu as la jambe cassée ou... Oui, ça revient, mais tu ne pourras plus jouer, admettons, au basket ou il y a un processus d'acceptation quand même. C'est un processus de deuil. C'est un processus de deuil. Et les gens qui auront vécu des accidents graves ou des agressions, à un moment donné dans leur cheminement, vont devoir
compléter un processus de deuil. Un processus qui passe par les phases typiques de deuil. Je les connais pas par cœur, mais bon, je sais qu'il y a de la colère, une certaine négociation, une certaine dépression, puis ça culmine en acceptation de la chose. Et c'est en acceptant, en reconnaissant la gravité de la chose, comment elle nous affecte, en faisant preuve de compassion pour soi, en ne se jugeant pas pour avoir été victime d'une telle agression, qu'on peut avancer. Ouais. Et il y a des gens qui sont là pour nous aider. Et c'est correct d'être réticent, d'aller chercher de l'aide, je comprends tout à fait. Il faut le faire à notre rythme, mais il faut le faire éventuellement. Ouais, pour aller mieux aussi. Là. Ouais. Wow. Ouais. C'est tellement touchant. Mais c'est ça, je veux dire, c'est ça. Et en tant que société, on doit offrir à ces gens-là un climat sans stigmatisation, dans l'acceptabilité, et d'entendre leurs plaintes comme étant des plaintes crédibles. Et on a tout un travail en tant que société à faire. Ouais, c'est très difficile. Mais c'est vraiment la combinaison de ces trois facteurs-là. Une meilleure pharmacothérapie, une psychothérapie investie et une société aussi qui est investie dans le bien-être de nos patients. Ça donne espoir, là, ton discours, là, au vrai. Là, comme... T'es jeune aussi. Merci. Ouais, j'ai 34, là. Ah, pour vrai? Ouais. OK, fait que ça veut dire 10 ans d'études, à peu près? Oui, j'ai commencé à 21. J'avais fait un bac en psycho avant. OK. Parce que j'avais fait le party au cégep. C'était bien rattrapé quand même. Oh my God, ouais. Et après, c'est ça, j'ai fait mon bac en psycho. J'ai commencé la médecine à 21. J'ai gradué donc à 31, 32. Et c'est ça. Et là, depuis novembre 2019, là, je suis psychiatre. OK. Puis, dans ta famille, ça doit être fun. Fun times. Fun times. C'est très drôle parce que en fait, je viens d'une famille un peu atypique pour ma culture. OK. Je dis ça, ma mère est tellement... Ma mère est psychologue. Ah, OK. C'est quand même... Je dirais pas que ça existe pas, là. Mais une femme méditerranéenne psychologue, ça ne court pas les rues, si on veut. Et donc, il n'y a jamais eu de tabou par rapport à la santé mentale dans ma famille. OK. All right? Donc ça, c'était cool. Et donc, oui, ta question, c'était... Mais dans le fond, ça doit être comment? Parce que, je sais pas, c'est comme tu as un médecin dans ta famille, tu dois avoir beaucoup de personnes qui sont comme ton entourage. Marc, parle-moi de ça. Marc, est-ce que tu te... Quand je dis que je suis psychiatre, c'est drôle, t'as deux réactions. OK. All right? T'as genre... T'as le monde qui... T'as le monde qui deviennent défensif. OK. Un peu méfiant, parano. Oh my God, il va me lire. Et je le vois là, dans leur regard. Tu sais, you pick up on that. Là, t'es comme, OK. Et t'as les gens, au contraire, qui vont se dévoiler. OK. Dans le milieu artistique, ça, c'est très intéressant. Man. Là, on peut en parler longuement. Là. T'as les mêmes... Mais en général, les acteurs... Non, t'as les deux. T'as les deux. Je suis désolé. T'as vraiment les deux. OK. Ouais, mais je peux te dire sans l'ombre d'un doute qu'en tant que psychiatre, les gens, dans une première rencontre ou une première date, m'ont dit des choses qu'ils diraient à personne. Mais parce que j'étais psychiatre, ils m'ont parlé du membre de la famille qui malheureusement s'est enlevé la vie ou quelque chose comme ça. Il y a un dévoilement, il y a des gens qui se dévoilent beaucoup plus, sachant que je suis psychiatre. Est-ce que tu veux le cacher des fois? Ou... Non, aucunement. Non, je le dis, puis j'entends ce qu'ils me disent, puis c'est correct, je suis habitué, c'est pas particulièrement lourd. Ouais. C'est pas lourd parce que t'es rendu habitué. Je suis rendu habitué, puis pour moi, c'est pas un langage qui, tu sais, comment dire, quand quelqu'un me parle de sa souffrance ou de la souffrance d'un membre de sa famille, c'est pas quelque chose qui va me décontenancer ou me déstabiliser, je l'entends, puis tu sais...
et j'aborde ça avec une attitude du genre, all right, clairement, on ne pourra pas régler ça en une journée, en une conversation autour d'un verre. Mais le simple fait de laisser la personne en parler, déjà, elle va mieux, comme ça lui fait du bien. OK, ouais. Puis that's it. Mais en date, c'est awkward pareil, non? Oui, et ça donne beaucoup d'indices sur la personne qui est devant toi. Oui, en général, j'apprécie les gens qui font preuve d'une certaine retenue, puis qui me considèrent comme d'abord une personne. Oui, c'est ça. Et puis ensuite, un psychiatre, tu sais. Ouais, non, c'est clair. Puis, c'est quoi tes projets futurs? Mes projets futurs sont d'amalgamer travail de psychiatre et travail d'acteur. Là, comme on s'en parlait, là, je suis en train de filmer ma démo. Je vais la publier, je vais me trouver un agent, je vais investir le côté acting, définitivement. C'est quoi ton casting à date? C'est une bonne question. C'est encore c'est drôle, je joue beaucoup. J'ai joué le psychiatre dans la démo d'un ami, mais ça, c'était genre, fallait s'y attendre. Je joue... C'est drôle, dans les ateliers de Daniel Fichot, je joue beaucoup, genre, le narcissique fucking... le narcissique fucking imbu de lui-même, tu sais, genre, qui te regarde de haut, là, tu sais. Je sais pas pourquoi, mais c'est le fun, c'est vraiment... C'est moi que tu peux y aller, là. Oui, oui, puis c'est nice. C'est vraiment libérateur, des fois, de jouer quelqu'un de vicieux. Ouais, c'est ça. C'est hot. Mais est-ce que c'est mon casting? Non, c'est juste... J'ai pas encore été casté dans quoi que ce soit, right? Je suis encore très néophyte, donc... Mais c'est plus, genre, ce que j'ai beaucoup joué dans les ateliers. Fait que ça, c'est drôle. Mais sinon, j'aime beaucoup... J'aime jouer de la comédie, j'aime tout, là. Vraiment, là, je suis vraiment ouvert à tout, là. L'humour, est-ce que tu utilises un peu ça dans ta technique avec tes patients? Tout le temps. Ton approche, oui. Tout le temps. C'est même un de mes outils diagnostiques de voir si mon patient répond à l'humour. C'est rassurant. OK. Ouais. Si quelqu'un sourit spontanément ou rit à une blague, moi, ça me montre que c'est quelqu'un qui est plus dégagé, qui est en contrôle, qui est dans le moment présent, qui n'est pas envahi par des pensées qui engendrent trop de détresse. Ouais. Puis, si tu arrives à avoir un premier rôle et puis que ta carrière d'acteur, c'est... La question, premièrement, si, ouais, c'est ça. C'est un grand si, là, on s'entend. Là. Ou quand, plutôt. Moi, j'aime bien dire quand. T'es gentil, t'es vraiment fine. Oui, ça va être toute une question, mais je pense définitivement que je vais prendre le temps d'investir ma carrière d'acteur. Donc, si je reçois un premier rôle, si c'est un grand si, ou même un deuxième ou un rôle qui va me demander d'être sur un plateau pendant un certain nombre de temps, je vais m'arranger pour honorer ce contrat, si on veut. Ouais. Mais il n'y a rien qui empêche les acteurs de aussi avoir leur cause et d'investir. Peut-être que tu vas investir définitivement, de loin. T'sais, moi, j'ai une amie, par exemple, qui est avocate. Okay. Elle était avocate, right? Mais son travail d'avocat lui demandait, elle avait un devoir d'impartialité, un devoir de neutralité. Et donc, pour elle, elle ne pouvait pas continuer à être avocate dans la branche qu'elle pratiquait et à être actrice. Donc, elle devait délaisser le métier d'avocat et être actrice à 100% à temps plein, si on veut. Moi, j'ai le luxe de pouvoir être psychiatre et j'ai pas un devoir de neutralité, d'impartialité, au même titre, genre au niveau... comment dire, d'une intensité juridique. Là. En tant que psychiatre, je peux pratiquer en tant que médecin. Je peux jouer en tant qu'acteur. Il n'y a rien là-dedans qui vient comme... être en infraction là, à mon code de déontologie. Ah ouais, je savais pas qu'avocat, tu pouvais pas être comédien. Ça dépend de la job que tu as en tant qu'avocat. Ah, OK. Ouais. OK. Ouais. Puis pour intervenant, j'imagine aussi, c'est la même chose. Il y a une liberté par rapport à... Définitivement. Définitivement. Tu sais, je veux dire... On s'entend, le Doc Mayou. Doc Mayou était psychiatre, puis on le voyait à la télé, là, tu sais. Et bon, il a été... Radié. Il a été radié, mais pas, je veux pas m'avancer. J'ai pas lu pourquoi exact. Moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'il a été radié parce qu'il prescrivait des doses impossible d'antipsychotiques à une clientèle qui n'avait pas besoin de doses aussi élevées. C'est ce que j'ai entendu. Je n'ai pas notion, mais j'ai peut-être tort
que le Collège des médecins l'avait radié à cause de ses interventions assez incendiaires à la télé. J'ai vraiment pas, comment dire, c'est vraiment pas mon but d'être le Doc Mayou 2.0, mais vraiment pas. Non, c'est ça. Mais des fois, quand je me pose la question, est-ce que je pourrais bien amalgamer ma carrière de jeu et de théâtre et de psychiatre, je pense au Dr Mayou qui l'a fait. Ben, on s'entend que Dr Mayou, moi, quand je l'ai vu, c'était pas mal plus... Il n'y a pas interprété un rôle ou quoi que ce soit. Non, je comprends. Il parlait en tant que lui-même. Il parlait en tant ça. que lui-même. Et ce qui est encore plus dangereux, parce que moi, selon moi, je trouvais qu'il faisait des déclarations assez incendiaires à la télé qui ont nui à la profession de psychiatre au Québec et qui, je pense, ont fait reculer l'acceptation de la maladie mentale au Québec. Et qu'il avançait une espèce de stéréotype du psychiatre barbu avec ses lunettes, puis il fume sa pipe, puis qui sort des espèces d'interprétations totalement gratuites. On le trouvait drôle aussi, puis on veut pas, vu qu'il était souvent là, on s'est comme attaché à ce personnage-là, puis qu'est-ce qu'il disait, ça venait quasiment à faire du sens quand tu l'écoutais, mais... Non. C'était des... Le Doc Mayou offrait des réponses simples à des questions éminemment compliquées. Exactement. Il offrait des soundbites extrêmement charmants et clever à des questions qui sont profondes et qui ont besoin d'une réflexion sérieuse. Et qui ont besoin de prendre en compte la pleine individualité de la personne de qui on est en train de parler. Parce que la maladie mentale s'exprime de manière différente, peu importe à qui on parle. Oui, il y a des patterns, oui, il y a des notions généralisables, il y a des choses qui s'appliquent à tous, mais il y a définitivement des choses qui ne s'appliquent pas à tous. Il faut explorer l'individualité de la personne avant d'émettre une espèce de recommandation, je sais pas ce qu'il faisait, là, une espèce de truc diagnostique, là, je sais pas quoi. Puis c'est surtout que au fil du temps, on réalise que tout le monde peut être touché de loin ou de proche par rapport à la santé mentale. Personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Toi et moi, notre famille, nos amis, la personne qu'on aime, nos enfants, personne n'est à l'abri. Vraiment. La pandémie l'a bien oh my God, démontré. Oui. La pandémie a... C'est intéressant que tu amènes la pandémie parce que c'est important d'en parler. La pandémie a déclenché des épisodes de santé mentale chez des gens qui n'en ont jamais souffert. Et elle a exacerbé, elle a empiré des épisodes de santé mentale chez des gens qui en souffraient déjà. La pandémie, pour revenir à au modèle dont je te parlais, biologique, psychologique, social, c'est un exemple de stresseur social qui affecte le biologique et le psychologique. La pandémie a été définitivement un obstacle au rétablissement de nos patients parce que moi, je suis là en tant que psychiatre, puis je te dis, all right, tu as souffert de ton premier épisode psychotique, on a débuté la médication, il y a une psychologue qui est là avec toi au quotidien ou une ergothérapeute, et là, on veut te réinsérer à l'emploi, et il n'y a rien. Il n'y a pas de travail, tout est fermé, la société est embarrée. Veut pas, malheureusement, le rétablissement de mon patient est définitivement diminué à cause de ça. Là. Wow. Et donc, on est très vulnérable aux stresseurs sociaux. Et ils affectent définitivement notre santé mentale. Ouais. La pandémie a été une immense expérience de déstabilisation. Je pense que les gens vont... Et il y avait plusieurs articles. La pandémie a augmenté l'anxiété des gens parce qu'elle a engendré un immense climat d'incertitude. Et la pandémie, je pense, a traumatisé les gens. Parce que du jour au lendemain, leur quotidien était chambardé. Et ils n'avaient aucun contrôle là-dessus. Ils étaient impuissants face à ça. Puis il y a comme un éclos aussi dans les hôpitaux, partout pour l'aide. On a réalisé qu'il n'y avait pas tant de recours. Non. On n'était pas très outillés pour ça. Là. Vraiment pas. Ouais. Vraiment pas. Et la pandémie a mis en... Elle a mis en relief ou elle a mis en évidence
le manque de ressources pour pallier aux problématiques de santé mentale des gens. Ouais. Les gens souffrent beaucoup à cause de la pandémie. Ça a éveillé des choses peut-être qui étaient probablement déjà là, puis qu'avec la vie quotidienne, on s'en sort un peu absolument plus facilement. Tu sais, on le réalise pas, mais on a tous des échappatoires. Et on a besoin de ces échappatoires-là pour maintenir un équilibre mental. Mm-hmm. Et la pandémie a enlevé ces échappatoires-là. On a une journée stressante au travail, on revient à la maison, on va aller voir nos amis dans un resto, on va prendre un verre, whatever, on va chiller, et ça va nous faire du bien. Ça nous permet de garder un certain équilibre. La pandémie nous a enlevé ces échappatoires-là, et malheureusement, les gens ont eu recours à des échappatoires moins adéquats. Ouais. Genre beaucoup de consommation d'alcool, beaucoup de substances, malheureusement. Et c'est très dommage. Mais on garde espoir. Puis, c'est vraiment bien de voir que la vie revient un tant soit peu à la normale. Parce que en fait, c'est extrêmement important que la vie revienne à la normale pour que les gens pour aider au rétablissement des gens. Même au rétablissement de la société, là, qu'on dirait. Là. Tout à fait. Le social la sphère sociale des gens doit revenir à la normale pour espérer un plein rétablissement. Ouais, c'est super intéressant, là, pour vrai, parce que, wow, même moi, là, j'ai été victime de tout ça. Là. Qu'est-ce que tu veux dire? La pandémie, les problèmes de santé mentale. Moi, j'ai eu une chance parce que j'ai étudié justement en intervention en délinquance. Donc, j'avais déjà un bon bagage d'outils pour me dire où j'ai besoin d'aide, où je dois aller chercher de l'aide. Mais quelqu'un qui n'a pas le bagage que j'avais peut facilement être perdu et désorienté, selon moi, là, de ce que je vois dans la société d'aujourd'hui, là, de ce que j'ai vu par rapport à une dizaine d'années. C'est que c'est trop tabou, c'est mal perçu, les personnes s'isolent, manquent d'estime de soi, ne veulent pas parler, parce que ça aussi, c'est important de le mentionner. Il n'y a pas eu tant de plateformes ou de places pour que les gens puissent en parler sans être jugés. Tu sais, admettons Facebook, là. Quelqu'un va écrire un post sur Facebook qui semble un petit peu comme parler de santé mentale ou qui est assez lourd. Ben, on va faire comme... c'est lourd. Définitivement. Non. Mais maintenant, avec la pandémie, je pense que tout le monde a été touché d'une manière par rapport à sa santé mentale. Donc, les gens sont plus aptes à écouter quelqu'un qui va dire « j'ai vécu telle chose. » Ah, tu sais, c'est rendu moins... J'ai l'impression que ça nous a comme... C'est le côté positif de tout ce drama-là. C'est que ça nous a connectés en tant qu'être humain de se dire « Hey, moi aussi, j'ai quelque chose que j'ai perdu pendant la pandémie. Moi aussi, ma santé mentale, je comprends ce que tu vis, toi, avant que moi, je sais pas comment le dire, là, mais avant la pandémie, tu sais, ça a permis aux gens de devenir plus empathiques parce que eux aussi ont souffert de proche ou de loin de comment est-ce qu'on pourrait nommer ça? D'une certaine problématique de santé mentale, veux pas. Sans avoir eu... je suis pas en train de dire que durant la pandémie, tout le monde a souffert d'un trouble psychiatrique qui atteint les critères diagnostiques tels que définis par la psychiatrie. Je suis pas en train de dire ça, mais les gens ont souffert durant la pandémie et cette souffrance, son aspect positif, le silver lining, si on veut, c'est que ça a permis, je pense, d'augmenter l'empathie des gens par rapport à la souffrance des autres. Ouais. Sachant que moi, j'ai souffert, je peux mieux comprendre la souffrance de quelqu'un et j'ai pas à juger cette personne-là quand elle verbalise sa souffrance sur les médias sociaux. Et tant mieux. Tant mieux pour ça. C'est tant mieux pour les initiatives
belle cause pour la cause. Tant mieux pour ça. Oui, il y a un aspect péjoratif, comme on peut dire, par rapport à ça. Péjoratif, c'est un grand mot. Qu'est-ce que toi, tu veux dire par péjoratif? L'aspect de... Belle va... Anarchique, je sais pas comment expliquer ça. C'est trop... c'est pas relié vraiment avec le personnel. C'est comme une cause. On va ramasser 10 sous, tel montant pour la cause. Mais on provoque aussi certaines problématiques dans la société, tu sais. Comment? Par exemple, si tu ne payes pas ta facture là, de Belle, il n'y a pas de recours pour... admettons que tu as un problème de santé mentale. Oui, je comprends. C'est comme plus comme, OK, donner pour la cause. Ça peut être perçu de manière péjorative pour certaines personnes parce que, dans le fond, comment on aide vraiment à la cause, tu sais? Je pense que toute initiative qui permet de parler ou d'aborder le sujet de la santé mentale, comme par exemple ton magnifique podcast, Merci. c'est une initiative qui est quand même louable. Maintenant, en effet, faut faire attention de ne pas trop, si on veut, commercialiser la souffrance des gens. Exactement. Pour des gains financiers, right? On comprend. Mais veut pas, on parle quand même, comment dire? Il y a quand même une ouverture, puis ça déstigmatise. Voyons, j'ai-tu bien dit? Oui. Ça déstigmatise quand même un gros sujet, puis c'est quand même une grande plateforme, donc ça devrait pas être péjoratif. Donc. La santé mentale a besoin de fonds privés. Il y a très peu d'organismes privés qui vont financer les initiatives de santé mentale. Belle, entre autres, le fait. Une des avancées en santé mentale en ce moment, c'est, et la pandémie a permis d'avancer ça, c'est les psychothérapies par Zoom, les psychothérapies online. C'est quelque chose, c'est un marché, en ce moment un marché qui est de plus en plus, c'est un service qui est de plus en plus en demande. Belle est en train d'investir dans l'implantation d'infrastructures. Là, je suis en train de faire la publicité de Belle, mais c'est pas ça. Ce que je suis en train de dire, c'est que veut pas, il y a la rencontre entre des intérêts commerciaux privés et les intérêts d'une société publique. Quand les deux se rencontrent, oui, il peut y avoir des zones grises, il peut y avoir certaines zones ou certaines instances où tu es comme... Mais en général, je pense que overall, c'est quelque chose de très positif. OK. Ouais. Mais on verra. On verra où ça va nous amener. Peut-être que je vais être sur une plateforme Belle bientôt. Yo, je te le souhaite. Ce serait nice. Ce serait nice que toi et moi, on le soit. On va animer un téléthon. On voit tout ce que le monde envoie ici dans le podcast, dans l'univers. Je suis comme, faites attention, ça va arriver. Ouais. Non, ça serait vraiment cool. Moi, j'aimerais vraiment ça. Ouais. Moi, je trouve ça super intéressant pour vrai, là, comme, de pouvoir discuter de ça. Moi, c'est quelque chose, ça fait longtemps que je sais que quelqu'un qui va écouter mon podcast, je recule en arrière. Si moi, j'avais pu écouter ce qu'on s'est dit, ça m'aurait vraiment aidé dans la vie. Là. Donc, c'est pour ça que je partage ça avec le monde de différentes manières, différents invités qui ont un bagage, soit artistique ou psychologique. Je pense que plus tu peux avoir des invités au parcours varié, aux intérêts variés, aux profils variés, plus ça va être intéressant pour toi parce que tu vas apprendre beaucoup de tes invités. Ah ouais, moi j'apprends. Là, ça fait t'es mon 7e invité déjà. Okay. Puis je sens que j'ai eu une grande transformation. Là, comme je suis croyante. Là, fait que je suis comme c'est un miracle. Comme on aurait dit que je vois les miracles partout. Là, je suis bien. Là, ça me permet de parler. Puis je trouve ça important que les gens puissent parler aussi. Là. Tout à fait. Donc, puis
C'est vraiment une belle initiative que tu prends. Quand tu es croyante, tu es de confession chrétienne? Oui. Uh-huh. Ben, je suis spirituelle aussi. OK. Je suis un peu partout. Là. Ouais. C'est cool. Tu sais, puis c'est ça, la psychologie, ça m'intéresse beaucoup. Donc, hey, ouais. C'est ça. J'ai un cadeau pour toi. Oh. Oui, je sais, t'es invité. Non, t'as écouté tous mes podcasts. Oui. C'est rare que un de mes invités me dit « Hey, j'ai écouté tous tes podcasts avant de venir. » Fait que là, plus de surprise, là. C'est pas grave. Tu sais pas c'est quoi qu'il y a dedans. On nommera pas le nom que t'as mis ici, là. Non, je sais. On s'en est parlé, hein? Oui, je l'avais fait avant qu'on s'en ait parlé. Oui, c'était très drôle. All right. Let's do this. What's up? Génial, Aimé. Oui. C'est une autre initiative. Ouais. Merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Je trouvais que ça faisait sérieux. Puis l'hiver arrive bientôt. Ça faisait sérieux. Oui, ça faisait psychiatre. Tu disais le psychiatre sérieux sans rien dans mon podcast. Elle a fait chaud, là. Oui, c'est correct. C'est quand même drôle. Ça te va vraiment bien. Non, ça va vraiment... Oui, c'est vraiment cool. Merci. Ouais. Puis ça, c'est du linge que toi, tu fabriques, c'est ça? Ben oui, c'est ça. C'est avec... En fait, mon père était couturier. Il était dans l'industrie du textile. Mm-hmm. Donc, j'ai comme collaboré avec la compagnie de mon père. Et ben c'est ça, j'ai une couturière. C'est moi qui fais le design, tout ça. Donc, ça commence tranquillement, mais tu sais, j'aime ça laisser un peu mon empreinte... Chez les gens, genre comme subtilement, tu sais, comme... Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, génial, aimé, tu sais, comme les gens, quand ils voient ça, sont comme, c'est quoi ça, tu sais? Là, je commence à parler, là, j'explique, là, je suis comme, ben, c'est, tu sais... Ton brand. C'est mon brand, ça vient de telle histoire, ça vient de telle cause. Quelle valeur? Je devrais faire un podcast vraiment juste en parler, là, parce que pour vrai, tous mes invités me le demandent. Moi, je vois le branding comme une notion d'association. Genre, quand tu entends une marque, à quelle valeur ou à quelle valeur est-ce que tu l'associes spontanément? Et si je te posais la question, génial et aimé, à quoi est-ce que tu voudrais que les gens associent ce nom spontanément? À quelle valeur est-ce qu'ils devraient l'associer spontanément? Ben, spontanément, je réponds tout le temps estime de soi. Ouais. Puis, tu sais, il y a le cœur qui s'est rajouté. Parce que quand j'ai fait mon logo, mon père est mort d'une crise cardiaque. Oh wow. Donc, j'ai associé le cœur parce que je trouve que le corps humain, tout est relié ensemble. Tu vas pas bien, ton corps, il parle, t'as de la solitude, t'es triste, t'es isolé, ben, tu sais, crise cardiaque. T'sais, peut-être c'est moi qui relie ça, tu sais, je suis pas médecin, qui relie certaines choses, mais je trouve que le cœur d'une personne est très, très important. Puis quand on traite, que ça soit psychologique, physique, peu importe, la notion de base, c'est le cœur. Puis voilà. Un esprit sain dans un corps sain. Un esprit sain dans un corps sain. Donc, je trouve que c'est la base de tout. Définitivement. Il nous reste combien de temps? Je suis juste curieux. Ben là, on est en train de conclure, là, mais je sais pas vraiment. Je pense qu'on a atteint... notre limite. Je te suis. Moi, je pourrais rester encore, mais je suis contente parce que tous mes invités disent ça. C'est comme, ça finit-tu bientôt? Ils ont hâte que ça se termine? Ben, est-ce que tu peux nous le dire, mon équipe? Les producteurs. Mes producteurs. Il reste 5 minutes. Ouais. Good. Donc, 5 minutes. On extensionne les 5 minutes. Let's go. On y va? On y va. On y va. Let's do it. Je suis pas pressé. Moi, je suis en vacances. Je suis tranquille. Oui. Mais je pense que c'est fou comment ça a passé vite, notre heure. Ça fait 1h30 qu'on parle? Oui. Wow. Oui. Incroyable. On aurait pu... écoute, la santé mentale, c'est un sujet qui est vaste, qui affecte les gens de manière... extrêmement variée, mais toute importante. Ça me ferait plaisir de revenir te voir éventuellement et aborder d'autres aspects de la santé mentale. Ouais. Mais merci beaucoup pour ton initiative. Ah, ça fait plaisir. Vraiment, t'as une belle énergie. Non, c'est vrai. Mais merci d'avoir embarqué. Là. Tu sais, c'est le fun aussi quand on fait pas ça toute seule, travail d'équipe.
Tu sais, c'est... En plus, ça remonte de 3 ans, là. Ouais. Non, dès que tu m'as... T'es qui, toi? Dès que tu m'as texté, j'étais comme, yo, je suis down tout de suite, man. Ouais, j'ai vu ça, j'étais comme, non! Ouais, j'ai pas hésité. Mais vraiment, merci pour ton initiative. Ça va aller loin. Puis je suis vraiment... tu le fais de la bonne manière, c'est-à-dire que périodiquement et de manière constante et régulière, tu nous sors du nouveau contenu et du bon contenu. Je pense que c'est ça que tu dois, à la limite, tu dois accumuler des épisodes, quitte à être fidèle, une fois par semaine ou peu importe, de manière régulière pour établir un fanbase qui... oui, tout à fait. Pour qui ce sera prévisible. Ben, c'est sûr que c'est un côté marketing et tout ça que je ne connaissais pas. Moi, j'ai vraiment focus sur le contenu. Tu sais, j'étais à l'université, j'ai eu mon cours d'initiation à la radio, j'ai de l'expérience en santé mentale, en psychologie, tout ça. Donc, j'ai juste pris ce que je connaissais, puis c'est sorti comme ça. Là. C'est ça un peu le cerveau artistique. Là. Il y a un peu... il pop des fois. Oui. Ça fait peur un peu là, sur la santé mentale, des fois. Là. Non, faut faire attention de pas... Faut pas pathologiser les choses. Ouais. La spontanéité, de suivre ce qui nous fait vibrer, c'est pas un signe de maladie mentale, au contraire. L'important, c'est de le faire et tu le fais bien de manière... Il faut le faire de manière organisée. Ouais. De manière calculée et que ce soit un équilibre entre le préparé et le spontané, tu sais. Je pense que tu le fais super bien, là. Ben, merci. T'as pas chaud avec ton flan? Oh, moi, for the show, justement, for the show, I will take it. I don't care. I'll keep that. Oh mon Dieu, ben en tout cas, merci encore, je vais le redire beaucoup de fois, puis j'espère que ceux qui nous écoutent, ben non, pas j'espère, ceux qui nous écoutent, merci, puis j'espère que ça donne un brin rafraîchissant, tu sais, que ça aide à se poser des questions sur soi, puis aussi à être plus ouvert et empathique, comme tu as dit tout au long de... À aborder la santé mentale sans tabou, sans stigmatisation. Ouais. C'est ça qu'il faut. Ça serait ma conclusion de du podcast aujourd'hui, là, vraiment. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. C'était vraiment le fun. Ah ouais, merci. Puis longue vie à ta carrière aussi. Dans les deux, dans le fond, tu sais, je suis sûre que tu vas pouvoir bien jongler les deux. Puis, t'es fine, merci. Ouais. Ben, je salue vous tous qui nous ont écoutés. Et à la prochaine. Popsico! Bye bye. Bye bye.